Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bienvenue au siège de l'Association des blogueurs du Burkina pour ce deuxième After Work de l'année. Je suis Neymatou Sakandé, je suis en charge de la communication au sein de l'association et pour ce soir, je jouerai le rôle de modératrice. Et avant de commencer cette activité, nous allons écouter le mot de bienvenue du PCA de l'Association des blogueurs du Burkina, Monsieur Gabriel Kambou. Vous avez la parole. Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Association des blogueurs du Burkina. Il y a certains, d'accord. Il y a certains dont c'est la première fois, on vous souhaite la bienvenue, malgré nos conditions agréables, avec une belle chaleur pour parler de la fraternité africaine. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette partie d'Afterwork qui va parler de cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle, comment anticiper les menaces et adopter donc, les bons réflexes numériques. Je pense que c'est un thème très important et qui vient à point nommé. Et nous allons vous souhaiter de beaux échanges. Et nous souhaitons aussi la bienvenue à notre communicatrice du jour que nous accueillons pour la première fois à l'Association des blogueurs du Burkina. C'est un profil que nous avons découvert et que nous avons apprécié. Et nous sommes sûrs que ce soir, nous allons apprendre davantage avec elle. Donc, soyez libres, soyez à l'aise, vous êtes chez vous. Et donc, nous espérons aussi enregistrer votre adhésion à l'issue de la conférence. Voilà. Donc, à toutes et à tous, à tous les partenaires du programme IMS, nous vous disons merci d'avoir répondu au rendez-vous. Et en tout cas, l'association des blogueurs du Burkina vous souhaite de passer de bons moments d'échange et de partage parmi nous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le PCA. Merci pour ce mot de bienvenue qui calme déjà le décor. Comme il l'a dit, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la cybersécurité à l'heure de l'intelligence artificielle. Et nous savons que notre contexte est marqué par la montée des cyberattaques, des vols d'identité, des fake news et de toute forme de dérives liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, ce Afterwork se veut un cadre d'échange, de renforcement des capacités sur les enjeux actuels liés à ce phénomène. Et pour débattre de ce sujet, pour présenter l'aspect de ce sujet, nous avons la chance d'avoir à nos côtés Madame Balkis Ouedraogo, communément connue sous le nom de Adja Digital. Donc, elle est experte en sensibilisation à la sécurité numérique, entrepreneur et leader tech. Donc, elle est plus connue. Elle est une ingénieure en travaux de systèmes informatiques, consultante spécialisée en cybersecurity awareness, mais dit sensibilisation à la cybersécurité. Elle axe son expertise sur le facteur humain comme maillon essentiel et souvent négligé de la sécurité numérique. En dehors de l'aspect numérique, elle est également membre de la prestigieuse communauté E-Trade for Women de l'ONU, notamment dédiée au commerce et au développement. Elle est vraiment engagée dans le milieu associatif et elle apporte régulièrement son expertise dans plusieurs associations, dans plusieurs conférences et elle est également engagée pour le leadership féminin. D'ailleurs, elle a participé au programme RISE du réseau Les Héroïnes du Faso en 2022. Donc, Madame Balkis, vous aurez l'opportunité de dérouler votre communication et à la fin, nous allons ouvrir une phase de questions-réponses. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, vous avez la possibilité de laisser vos questions en commentaire pour que nous puissions les prendre en compte et de nous suivre à travers le live qui se déroule en ce moment. Donc, Madame Balkis, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Neymatou, pour la parole. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. OK. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être devant vous cet après-midi pour parler d'un sujet qui me passionne, qui est la cybersécurité et surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc,
Ensemble, nous allons essayer de comprendre ensemble les menaces et adopter les bonnes pratiques numériques. Alors, je pense que Nematou a tout dit, hein, donc je n'ai plus besoin vraiment de venir sur qui je suis et tout. Donc, on va avancer. Notre objectif de cet après-midi, c'est d'échanger ensemble sur la thématique qui nous réunit. Également, c'est d'identifier, de présenter les principaux risques liés à l'intelligence artificielle dans notre écosystème numérique et aussi leur impact. Et enfin, ensemble, nous allons renforcer nos capacités sur la mesure des détections des attaques et le contenu manipulé par l'intelligence artificielle. Donc, pour rentrer en profondeur dans notre sujet du soir, je vais faire un petit exercice. Donc, je vais prendre peut-être tout au plus 2 interventions. Donc, ce petit message-là, c'est une information que j'ai générée avec l'intelligence artificielle, en l'occurrence Gemini. Donc, j'ai demandé à Gemini que pour cet atelier-là, je voudrais faire un petit brise-glace pour emmener les gens à être dans le bain du sujet. Et voici ce qu'il m'a donné comme information. Et selon Gemini, c'est une vraie information. Je vais vous lire. Des étudiants de l'École supérieure d'informatique ESI de Bobo Dioulasso ont remporté un prix international pour avoir conçu un prototype de drone terrestre capable de détecter et de cartographier les mines artisanales en zone de conflit sans intervention humaine. Donc, à première vue, quand on voit, c'est une information. C'est une information, on entend, OK. Mais quand vous regardez, comment vous allez faire pour détecter si cette information, c'est une fausse information ou bien c'est une information qui est vraie à l'aide de l'intelligence artificielle? Je vous pose la question. Vraiment, je voudrais que ce cadre-là soit un cadre vraiment interactif. Donc, ne soyez pas gênés, hein, voilà. Vous pouvez exprimer vos idées. Donc, quand vous recevez cette information-là, comment vous faites pour vérifier avec l'intelligence artificielle? Ou bien vous ne comprenez pas bien ma question? Un volontaire ou bien de choisir? Un volontaire dédié. Un volontaire. C'est mieux que tu prennes mon appareil. Prends mon appareil. Il n'y a pas de volontaire. Donc, personne n'utilise l'intelligence artificielle ici. Il y a un doigt, monsieur Ok, Diabaté. Oui. Merci pour la parole. Ok. Bon, pour moi, j'ai une information d'abord. Le fait de voir si cette information est passée au niveau des médias officiels, Ok. au niveau national, Ok. d'abord après au niveau international. Donc, c'est un thème de vie. Oui. Exactement. Merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, ce que vous avez dit, c'est bien. D'abord, quand vous recevez une information, vous partez vers des sources fiables, n'est-ce pas? Sauf qu'avec l'intelligence artificielle, on peut vérifier. Mais la nuance qui est là, c'est qu'il ne faut pas se contenter d'une seule intelligence artificielle. La preuve en est que cette intelligence artificielle m'a généré cette information. Et elle a dit que c'est une information qui est vraie. Je l'ai confrontée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, ça c'est une affirmation. Moi, je vais aller vers la source. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé plusieurs intelligences artificielles où j'ai fait la vérification de cette information-là et j'ai confronté. Et j'ai compris à la fin que cette information, c'est une fake news, c'est pas vrai. Elle sort de son contexte. C'est vrai qu'il y a des ingénieurs qui mettent en place des solutions de drones et tout, mais ce sont pas des étudiants de l'ESI qui ont fait. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, ça, c'est l'illustration parfaite pour nous dire que l'intelligence artificielle déjà met les gens en erreur. Imaginez si j'avais pris cette information, je me suis dit, OK, c'est l'IA qui a donné, c'est vrai. Je prends et je viens vous dire que ça, cette information est vraie. Vous aussi, vous allez dire, OK, ça, c'est Adja Digital qui a dit que c'est vrai. Pourtant, je viens de vous induire en erreur. Donc, ce petit exercice va vous mettre dans le bain pour qu'on puisse continuer, pour que vous puissiez voir, en fait, les menaces même qu'on vit avec l'intelligence artificielle.
Donc, notre contexte actuel au Burkina Faso, c'est qu'on a une digitalisation croissante au niveau du Burkina ici. Avec le ministère en charge des transformations digitales, on assiste à plusieurs chantiers, notamment les 12 chantiers de la transformation digitale, où ils interviennent sur plusieurs projets de développement. Donc, actuellement, on a des ministères où si vous avez besoin de certains services, vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour aller. Il faut passer par les sites, les plateformes dédiées. Je crois récemment, il y a une plateforme qui a été lancée pour permettre aux gens de pouvoir faire des signalements de comportements inciviques et tout, majeurs en matière de transformation digitale. On a aussi l'explosion des réseaux sociaux. Avant, quand on disait réseaux sociaux, c'était uniquement Facebook, on voyait beaucoup plus. Pourtant, il y avait les autres, mais c'est Facebook qu'on voit. Mais maintenant, il y a l'explosion de TikTok qui est là, juste après le COVID-19. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui se retrouvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok pour les ventes en ligne avec les lives, etc. Il y a également la montée en puissance de l'IA générative. Il faut savoir que l'intelligence artificielle existait depuis les années 1940. Et ce n'est que récemment que, avec l'arrivée de OpenAI et ChatGPT, on a vraiment eu une expansion, une vulgarisation massive en fait de l'intelligence artificielle. Donc, aussi, il faut comprendre par là que dans notre contexte, il y a une augmentation des cyberattaques. Vous voyez, par exemple, la courbe qui est là. C'est une courbe que j'ai générée avec des statistiques que j'ai moi-même récoltées auprès de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour rédiger un article sur l'évolution de la cybercriminalité et aussi de la désinformation au Sahel, pour le cas des 3 pays de l'AES. Et vous voyez que cette courbe-là, elle est évolutive. Quand on prend, par exemple, à partir de 2020, on était aux environs de 500 cas de cybercriminalité au Burkina. Et quand on monte jusqu'en 2024, on a plus de 4000 cas. Je n'ai pas fait la mise à jour en ajoutant les cas de 2025 et de 2026, mais je vous assure qu'on a plus de 5000 cas de cybercriminalité que la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité recense chaque année. Alors, à côté de ça aussi, notre contexte burkinabé est marqué par une fracture numérique. C'est vrai qu'on parle d'évolution, on parle de transformation digitale, mais il y a toujours la fracture numérique qui est là. Il y a des zones où les gens n'ont pas accès aux outils technologiques. Il y a aussi une faible culture de la cybersécurité. C'est vrai qu'on parle de transformation digitale, d'évolution, d'opportunités, mais les gens ne sont pas cultivés sur la cybersécurité. Ils n'ont pas la culture des bons réflexes en étant sur le cyberespace. Donc, voici un peu de façon globale le contexte dans lequel nous sommes actuellement au Burkina Faso en matière de numérique. Donc, à côté des contextes qu'on a vus, on va maintenant placer les piliers, on va placer vraiment le cadre pour voir les différentes menaces qu'on peut avoir dans notre sphère ici. Et ce sont des menaces vraiment qui sont propulsées par l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'intelligence artificielle permet aux cybercriminels d'automatiser leurs tâches. C'est-à-dire quoi? Avant, un cybercriminel pouvait peut-être prendre 1 mois pour attaquer un individu. Aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, il peut prendre, au lieu de 1 mois, il va prendre peut-être 4 heures, par exemple. 4 heures pour pouvoir attaquer un individu. Et là, s'il veut attaquer une masse de personnes, c'est encore plus rapide. L'un des premières menaces qu'on peut avoir, ce sont les deepfakes et les vidéos, les fausses vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, avec le contexte sécuritaire qui est un peu dans le Sahel, là, on assiste beaucoup à des manipulations erronées des vidéos, des contenus, même l'audio. Je prends par exemple, récemment, j'avais vu une vidéo où on a usurpé l'identité d'une dame, d'une journaliste qu'on connaît très bien, qui anime le journal de la télévision nationale. Et on a cloné sa voix pour faire passer un autre message. Mais ce message-là, ce n'est pas un message qui est authentique. Donc, on a utilisé l'intelligence artificielle pour cloner la voix de cette journaliste-là pour qu'elle puisse véhiculer une information afin de pouvoir tromper la vigilance des gens. Quand les gens vont voir à première vue, ils vont dire « Ok, comme c'est la journaliste et que c'est la télé nationale, c'est que c'est crédible. » Alors qu'en réalité, ce n'est pas crédible. Donc ça, ce sont les deepfakes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les deepfakes ne sont pas forcément mauvais.
parce que c'est la manipulation d'une image ou d'une vidéo ou d'un son audio, voilà, pour pouvoir faire des actions. Mais tout va dépendre de l'intention. Parce qu'on peut utiliser un deepfake, par exemple, pour éduquer les gens. Je peux, par exemple, utiliser mon image et ma voix pour cloner avec une intelligence artificielle pour qu'elle puisse véhiculer des informations à caractère éducatif. Là, c'est une bonne chose. Mais ça devient mauvais lorsqu'on utilise la voix d'une personne ou l'image d'une autorité pour cloner avec l'intelligence artificielle, sortir du contexte et véhiculer une fausse information dans le but de manipuler et de tromper les gens. On va parler aussi des phishing. Les phishing, c'est beaucoup plus courant dans notre communauté. OK. Les phishing, c'est beaucoup plus courant dans notre communauté. Donc, concrètement, c'est quoi un phishing? C'est ce qu'on appelle hameçonnage. Vous voyez que sur l'image, il y a en quelque sorte comme il y a hameçon, voilà. Oui. C'est comme si on venait pour pêcher un poisson. Et les poissons, ce sont les individus qui ne sont pas avertis, en fait. C'est la cible. Les gens qui vont cliquer sur les liens malveillants ou qui vont décrocher les appels de ces attaquants-là et leur transmettre leurs données personnelles, leurs informations personnelles, ce sont ces personnes-là, ces victimes-là, qui sont les poissons. Et l'attaquant en arrière, c'est lui, il a la mission et il attaque. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Et il passe par plusieurs manières. Ça peut être par les mails, ça peut être par les messages WhatsApp, ça peut être aussi par des canaux tels que Facebook, les messageries de Facebook et d'autres canaux de communication et réseaux sociaux. Je prends par exemple un exemple terre à terre. Vous recevez un mail. Avant même de venir ici, j'ai reçu un mail de phishing. Donc, une personne qui a usurpé correctement l'identité de Facebook. Après la présentation, je vais vous montrer en fait le message que j'ai reçu. Et il y a même un badge de sécurité, je vous assure. C'est tellement impeccable, c'est tellement bien fait que si tu ne fais pas attention, tu tombes dans le piège. Et ma chance, c'est que quand j'ai vu le mail, en fait, le mail que j'utilise quotidiennement pour mes plateformes, là, ce n'est pas par ce mail qu'ils sont passés. Ils sont passés plutôt par un autre mail que j'utilise pour faire d'autres choses. Et c'est par ça qu'ils ont envoyé le message. Quand j'ai vu, j'ai compris que ce n'est pas normal parce que je n'utilise pas ce mail pour être sur Facebook. Et normalement, quand il y a une notification de Facebook, je dois recevoir ça dans mes notifications. Donc, c'est ça qui m'a permis d'être en alerte et j'ai fait des recherches pour vérifier la véracité et l'authenticité de ce mail-là. Et la conclusion était que ce mail était un phishing. Mais tout était vraiment, franchement impeccable. L'erreur qu'ils ont fait, c'est que le lien qu'ils ont ajouté, il y avait, au lieu de programme avec un M, ils ont mis 2 M. C'était juste cette erreur-là qui a permis de savoir que c'était un lien phishing. Donc, l'intelligence artificielle vraiment permet aujourd'hui de faire des messages tellement authentiques qu'on ne peut pas savoir que ce sont des messages qui ne sont pas authentiques. On continue. On a des menaces telles que les ransomware intelligentes. Donc, avant, pour faire de façon simple, les ransomware, ce sont des logiciels malveillants, des programmes ou des logiciels malveillants qui viennent, qui bloquent vos tâches, vous empêchent de travailler. Donc, pour pouvoir avoir accès à votre programme, vous devez payer. C'est en quelque sorte du kidnapping. Donc, je kidnappe ton programme. Il faut que tu payes avant d'avoir accès à ton programme. C'est ça le ransomware. Et l'intelligence artificielle vient ici pour améliorer ce qui était là avant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, il y avait des antivirus qui sont là. Jusqu'à présent, les antivirus sont là. Mais sauf qu'avec l'intelligence artificielle, il va tellement sophistiquer le programme que le programme va passer dans les mailles des filets des antivirus. Donc, on aura des difficultés à détecter en fait ce programme malveillant quand on a des antivirus dans nos outils. Également, on a la désinformation virale. La désinformation existe depuis la nuit des temps, mais aujourd'hui, c'est encore plus une plaie pour notre société parce que les fausses informations paraissent tellement vraies que parfois, on a du mal en fait à détecter s'il y a vraiment du faux là-dedans. Donc, il y a la propagation des fake news, que ce soit sur WhatsApp, Facebook. Il y a aussi les discours de haine qui sont facilités par cela.
Également, il y a le vol d'identité, l'usurpation d'identité dont j'avais parlé tantôt, qui sont facilités vraiment à travers nos données. Je prends par exemple la voix. On peut utiliser notre voix, la cloner avec l'intelligence artificielle et usurper notre identité. Je prends un exemple. Une personne peut enregistrer ma voix, utiliser cette voix-là et la cloner avec une intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle dédiée au clonage des voix, copier, améliorer les voix. Donc, quand il va cloner avec cette intelligence artificielle-là, il peut lui donner un prompt. Cette phrase-là, essaie de répéter cette phrase-là. Donc, quand l'intelligence artificielle va répéter cette phrase, on aura l'impression que c'est moi je parle, alors qu'en réalité, ce n'est pas moi je parle. Et on peut utiliser cela pour effectuer des appels dans le but, en fait, d'arnaquer vos proches ou bien de soutirer d'autres informations encore plus sensibles sur vous dans le but de les exploiter. Et enfin, on a les attaques d'infrastructures. Aujourd'hui, les grandes organisations sont victimes vraiment des grandes cyberattaques, de menaces de cyberattaques. Et les cyberattaques avant étaient encore plus centrées. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a une automatisation et une sophistication des attaques. Je prends par exemple le cas du Sénégal qui récemment, au niveau de leur institution, c'est-à-dire ceux qui gèrent le trésor public, ils ont été victimes d'une cyberattaque qui a mis à nu plus de 70 gigas de données, donc une exfiltration de données de plus de 70 gigas. Donc, pour vous dire à quel point on est dans une ère où l'intelligence artificielle fait vraiment des dégâts. Il vient pour renforcer ce qui existait déjà. Ça, ce n'est que quelques menaces que j'ai listées là, mais il existe encore plusieurs menaces encore plus dangereuses que celle-ci. Il faut savoir que l'IA n'est pas que mauvais. Donc, l'IA constitue une menace, mais l'IA n'est pas mauvais. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Il y a le bon côté et il y a le mauvais côté. Donc, il y a le côté des attaquants, il y a le côté des défenseurs. J'espère que vous êtes du bon côté. Hein. Bien sûr, absolument. J'espère que vous êtes du bon côté, voilà. Voilà. Donc, les attaquants, eux, ils vont utiliser des outils tels que ChatGPT, que nous tous on utilise, hein, pour rédiger des mails de phishing qui vont convaincre tellement les gens. Ils vont utiliser les intelligences artificielles telles que Midjourney, DALL-E pour créer des faux documents officiels, des passeports. Oui, avec l'intelligence artificielle, il y a les gens qui créent des faux passeports, des cartes d'identité, les extraits de naissance, tous ces documents falsifiés. Il y a aussi le clonage des voix dont je parlais tantôt avec Eleven Labs. Il y a aussi la génération de vidéos fake, voilà, en imitant l'identité des personnalités publiques ici au Burkina. Il y a aussi l'automatisation des attaques par force brute. Donc, les attaques par force brute, en fait, c'est comme si on venait pour forcer, pour avoir accès à votre système. Donc, avant, l'attaquant allait prendre beaucoup plus de temps, aller enquêter sur vous, prendre les informations sur où vous vivez, votre nom, votre adresse mail, toutes ces informations-là. Et il va prendre le temps de checker step by step. Donc, ça prend vraiment du temps. Mais avec l'intelligence artificielle, c'est automatique. Il suffit de programmer ton intelligence artificielle pour qu'il puisse, en fait, faire passer les différents mots de passe. Si, par exemple, c'est un mot de passe que tu veux attaquer par force brute. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, quand on part de l'autre côté, c'est-à-dire de notre côté, les bons, voilà. Nous sommes du bon côté, n'est-ce pas? Oui, voilà. Absolument. Donc, quand on prend du bon côté, on a la détection en temps réel de comportements suspects. Voilà. On peut utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui pour détecter en temps réel les comportements suspects dans un système. Si c'est une organisation de plus de 200 membres, de plus de 200 salariés, et qu'ils travaillent tous en même temps, on peut mettre en place un système d'intelligence artificielle pour savoir qui fait quoi et à quel moment, qui mène des comportements malveillants. Voilà. Il y a aussi l'analyse automatique des contenus deepfake. Il y a des outils aujourd'hui qui nous permettent en fait d'analyser les contenus deepfake. Un peu plus devant, on va voir. Il y a des antivirus qui sont encore plus sophistiqués,
qui sont propulsés par l'intelligence artificielle qui permettent aujourd'hui de pouvoir mieux détecter les virus, les failles dans les systèmes. Il y a aussi la surveillance des réseaux et les alertes automatiques. Et enfin, on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour renforcer l'authentification biométrique. On continue. J'espère que vous êtes avec moi. Hein. Yes. Ça peut aller? Super, on continue. Donc, ici, on va voir comment détecter des contenus manipulés par l'intelligence artificielle. Comment on va faire pour détecter ces contenus-là? Alors, premièrement, pour vérifier les deepfakes, il faut chercher vraiment à trouver les incohérences qu'il y a. Donc, si c'est une vidéo, vous allez voir qu'il peut y avoir une incohérence entre ce qui sort de la bouche de l'individu et le message lui-même. Il y a aussi les mouvements, les clignotements des yeux et tout. Mais je vous assure que ça même là, ça ne suffit plus de nos jours parce que avec les nouvelles mises à jour de l'intelligence artificielle, ça devient de plus en plus difficile même de détecter un contenu deepfake. Parce que on tend vers vraiment tout ce qui est réaliste en fait. Donc ça même, ça ne suffit plus pour savoir si c'est un contenu deepfake ou pas. Il faut utiliser aussi un plugin que j'ai découvert dans mes recherches qu'on appelle InVid We Verify, qu'on peut télécharger en extension dans notre navigateur Chrome. Donc, qui est un outil qui va vous permettre vraiment d'analyser si un contenu est un deepfake ou pas. Il y a aussi la comparaison des sources, comme on l'a vu dans notre petit brise-glace. Donc, quand vous voyez, vous pouvez faire une analyse de cette image. Vous pouvez faire la capture. Vous faites la capture. Quand vous faites la capture, vous pouvez aller faire une recherche d'image sur Google. Vous pouvez utiliser les IA génératives telles que ChatGPT, il y a Grok aussi, il y a Claude, pour pouvoir confronter en fait l'information, pour voir la source officielle de cette information-là. Pour reconnaître le phishing, alors il faut vérifier l'adresse de l'expéditeur, pas juste le nom. Il faut vérifier l'adresse de l'expéditeur. Pour mon cas, avec Facebook que j'ai vu, franchement, c'est tellement bien fait que si je n'avais pas fait attention, j'allais cliquer sur le lien. C'est le logo de Facebook. Il y a le petit badge bleu qui est là. Et l'adresse mail est tellement bien faite qu'on ne peut pas imaginer que ce n'est pas Facebook. Donc, il faut toujours vérifier l'expéditeur, celui qui a envoyé, celui qui signe le mail et le mail même qui a envoyé le message. Vérifier pour voir. Si, par exemple, c'est Balkis, outlook@.com qui envoie le mail et que c'est signé par Aïcha, vous voyez qu'il y a une incohérence, n'est-ce pas? Voilà, donc ce sont vraiment des éléments à prendre en compte. Avant, on nous disait qu'il faut regarder le corps du message, s'il y a des erreurs, si le message est triplé de fautes. Mais je vous assure qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Le message même peut être bien fait, grammaticalement bien posé, l'orthographe clean, tout est clean. Alors qu'en réalité, c'est une attaque phishing. Il faut se méfier aussi des liens urgents. Donc, un mail ou un message qui vous demande à exécuter une action de façon urgente. Vous devez beaucoup faire attention à cela. Beaucoup de méfiance. Ensuite aussi, vous pouvez faire passer la souris sur le lien qui accompagne ce message-là. Vous faites un clic droit, vous copiez. Quand vous copiez, vous partez dans votre navigateur, vous tapez Virus Total. Virus Total, en fait, c'est une plateforme qui permet d'analyser des liens malveillants. Pas que les liens malveillants, même les documents malveillants. Parce qu'on a tendance à croire que quand on dit phishing, c'est uniquement les liens. Alors qu'une pièce jointe peut comporter un code malveillant. Donc, on peut aussi analyser des dossiers PDF, un document Word aussi, avec Virus Total. Également, pour détecter les contenus manipulés par l'intelligence artificielle au niveau de la désinformation, c'est comme notre camarade l'a dit, hein, il faut aller vers des sources officielles. Ça c'est vraiment la première des choses à faire. Mais aussi, il faut aller vers ces sources-là, plusieurs sources,
pour confronter les informations, pour vérifier si l'information là, c'est une bonne information, c'est une vraie information ou pas. Il y a aussi l'outil de Google Fact Check Explorer que vous pouvez exploiter pour pouvoir vérifier une information. Il y a aussi la méthode de recherche inversée avec Google que vous pouvez faire pour vérifier les informations. Au Burkina aussi, on a une organisation qui s'occupe des questions de fact-checking. Vous pouvez aussi les approcher pour vérifier certaines informations. Pour la sécurisation des accès, il faut impérativement activer l'authentification à double facteur. Ça vous protège. C'est une deuxième couche de protection qui va vous aider considérablement à vous protéger. C'est vrai que ça ne vous met pas à l'abri à 100% des attaques, mais c'est vraiment une barrière qui va vous prévenir, vous protéger au maximum contre les attaques malveillantes et même vous signaler quand il y a un problème. Et aussi, il ne faut pas réutiliser le même mot de passe. Imaginons que vous avez 10 comptes, que ce soit réseau social, que ce soit plateforme, les différents services que vous utilisez. Vous avez 10 comptes. N'utilisez pas un seul mot de passe pour ces 10 comptes-là. C'est dangereux. Un seul mot de passe pour ces 10 comptes, c'est très dangereux. Ça vous rend vulnérable parce que lorsqu'on a accès à un seul compte, on va se dire, OK, on va tester avec les autres comptes pour voir. Parce qu'un cybercriminel ne se fatigue jamais. Oui. De la même manière, nous, on met de l'énergie pour pouvoir créer des solutions innovantes, pour pouvoir se développer. Eux aussi, à leur niveau, ils mettent en œuvre des solutions pour pouvoir encore rendre leurs attaques encore plus sophistiquées, pour avoir beaucoup de victimes, pour avoir... Et je vous assure que l'élément central ici, c'est l'argent. Et ils gagnent. Ils gagnent des millions et des milliards. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser passwordcheck.ch qui permet de vérifier la robustesse d'un mot de passe. Donc, si par exemple, vous avez utilisé un mot de passe qui vous semble un peu, peut-être vous dites que c'est facile, vous pouvez aller sur cette plateforme-là, vous allez tester. Vous mettez votre mot de passe. Quand vous mettez votre mot de passe là-bas, il va vous donner la durée qu'un cyberattaquant peut prendre pour pouvoir attaquer votre compte. Donc, si par exemple, le mot de passe, c'est Mariam, il peut vous dire peut-être qu'on peut deviner Mariam, on peut prendre peut-être 1 mois pour deviner que c'est Mariam. C'est un exemple. Là, vous allez dire, OK, 1 mois, c'est quand même, c'est petit. Il faut que ça fasse des années avant qu'il ne puisse en fait comprendre que c'est ce mot de passe qui est là. On progresse. Donc, ça, c'est l'outil InVid dont je parlais tantôt. Vous pouvez peut-être faire la capture, plus tard, aller faire des recherches. Pour ceux qui connaissent aussi, bon, voilà. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent faire les recherches. C'est un très bon outil pour pouvoir vérifier les fake news et aussi, voilà, les deepfakes. Voici Virus Total dont je parlais. Donc, vous voyez qu'il y a une partie où on peut mettre un lien URL, une adresse IP, on peut mettre un fichier haché et aussi on peut déposer un fichier là, un fichier PDF, un fichier Word pour analyser si ce fichier-là n'est pas malveillant. Alors, on a vu ensemble les menaces qui sont facilitées par l'intelligence artificielle. On a vu des méthodes pour détecter ces menaces-là. On va voir les bonnes pratiques parce qu'on ne peut pas parler des menaces et des moyens pour détecter sans parler de bonnes pratiques. On ne peut pas. Donc, parmi ces bonnes pratiques, on a catégorisé en 3. On a les bonnes pratiques liées aux réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, il faut toujours vérifier les paramètres de confidentialité. C'est très important parce que par défaut, il y a une configuration qui est là. Et c'est très bien si les utilisateurs partaient dans les paramètres de confidentialité pour aller voir qu'est-ce qui est activé, qu'est-ce qui n'est pas activé, qu'est-ce que je veux faire voir, qu'est-ce que je ne veux pas faire voir. Et cette vérification va vous permettre de vous mettre à l'abri de plein de choses. Parce que si vous laissez certaines choses activées par défaut, vous pouvez être vulnérable. On peut vous attaquer facilement. Également, il faut éviter de partager sa localisation en temps réel. Ça rentre
en ligne de compte directement avec notre sécurité physique. Parce que sur les réseaux, si par exemple vous êtes créateur de contenu, vous êtes blogueur, vous êtes journaliste et vous traitez des informations sensibles, c'est vraiment pas prudent de partager votre localisation en temps réel. C'est très risqué. Si vous voyez des comptes qui usurpent les identités des personnes que vous connaissez ou des organisations, signalez. Signalez vraiment pour qu'on puisse vraiment mettre fin. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre fin, c'est un phénomène qui ne fait qu'augmenter, mais vraiment pour limiter considérablement les actions de ces cybercriminels-là, signalez les comptes usurpateurs. Signalez. S'il y a des comptes aussi, s'il y a lieu de bloquer, bloquez. Signaler et bloquer. Il y a la BCLCC qui a initié sa plateforme Alerte BCLCC. Voilà. Vous pouvez même aller encore chez eux pour signaler. Donc, c'est très important. Il faut aussi désactiver la reconnaissance faciale. Alors, à ce niveau-là, en fait, c'est pour vous dire que si quelque chose n'est pas important, si vous n'utilisez pas quelque chose, ne l'activez pas. Si vous trouvez que vous n'avez pas besoin de la reconnaissance faciale, ne l'activez pas. C'est pareil pour le Bluetooth. Parce que, est-ce que vous savez qu'on peut passer par une connexion Bluetooth pour attaquer des personnes? Oui, c'est possible. Donc, tant que vous n'utilisez pas ces services-là, ne les activez pas. Si c'est pour faire un travail précis, vous activez votre Bluetooth ou votre reconnaissance faciale, vous travaillez. Quand vous finissez de travailler, vous désactivez. Je prends par exemple un exemple que les informaticiens ont. Les informaticiens ont toujours tendance à mettre un petit truc pour masquer leur caméra. C'est des raisons de sécurité en fait. Parce que tu peux ne pas utiliser ta caméra, mais on peut prendre ta caméra à distance et te filmer, voir tout ce que tu fais. Donc, pour des raisons de sécurité, il vaut mieux masquer la caméra. Voilà. Au niveau des mots de passe et comptes, il faut au minimum 12 caractères pour un mot de passe, parce qu'on parle de robustesse ici. Donc, il faut au minimum 12 caractères qui est composé de lettres, de chiffres, de symboles. Là, on va se dire que, OK, ce mot de passe-là, il est solide. Il faut aussi activer l'authentification à double facteur dont je parlais précédemment. Il faut aussi utiliser un gestionnaire. Et l'utilisation d'un gestionnaire, c'est pour ceux qui aiment oublier un mot de passe comme moi. Parce que souvent, tu te dis, OK, 12 caractères avec tous ces lettres, ces chiffres-là, c'est pas évident de retenir tout ça. Et surtout qu'un seul compte égale à un mot de passe. Imagine si tu as une dizaine de comptes. C'est difficile à gérer. Voilà pourquoi on conseille par moment d'utiliser des gestionnaires de mots de passe, tel que Bitwarden, qui est un gestionnaire de mots de passe qui est beaucoup recommandé par les experts en cybersécurité. Il y a le gestionnaire de Google, mais par contre, là, on ne conseille pas qu'aux gens de mettre leur mot de passe là-bas parce que si on a la main sur votre Google, votre adresse mail, c'est fini en fait. On a accès à tout. Voilà. On a accès à tout. Donc, par moment, quand même, dans les échanges avec les experts, ils disent que non, c'est pas préconisé, c'est pas sécurisé et tout. Voilà. Et aussi, il faut penser souvent à changer vos mots de passe. Il faut souvent penser à changer vos mots de passe, c'est important. Voilà. Et enfin, il ne faut pas partager vos identifiants. Ne partagez pas vos identifiants à des personnes qui ne sont pas autorisées, en fait, à les utiliser. Très important. Je vais aller très rapidement. Je sais qu'on n'est plus par le temps. Ouais. Alors, au niveau de la navigation et les appareils mobiles, il faut mettre à jour les applications, les logiciels régulièrement. Parce qu'une application ou un logiciel qui n'a pas été mis à jour devient vulnérable. Pendant que vos amis ont upgrade, ils sont au niveau supérieur, vous êtes toujours au niveau inférieur. Vous vous dites que, OK, la nouvelle mise à jour là ne me plaît pas. Alors qu'en réalité, la mise à jour est là pour corriger une faille de sécurité. Donc, si vous restez au niveau inférieur, vous restez vulnérable. On va vous attaquer facilement. On peut compromettre même votre compte. Donc, c'est à prendre très au sérieux. Pour les utilisations de Wi-Fi, alors, les Wi-Fi publics, c'est bien. Mais quand vous êtes dans un environnement où vous manipulez des informations sensibles, vous êtes blogueur, en tout cas, vous êtes dans un domaine où vous manipulez des informations sensibles, franchement, évitez de passer par des Wi-Fi publics. Parce que c'est un endroit, vraiment, c'est du gâteau pour les cybercriminels.
on peut intercepter vos données et prendre toutes ces informations, alors que ce sont des informations confidentielles, des informations sensibles que vous manipulez. Donc, il y a des VPN que vous pouvez utiliser pour masquer votre trafic en utilisant vos données, en partageant vos fichiers confidentiels. Également, vérifiez les permissions de vos applications. Une application de dessin qui a besoin de votre permission pour pouvoir avoir accès à votre caméra, c'est pas normal. Il veut avoir accès à votre caméra pour faire quoi? Pour faire quoi, en fait? Donc, par moment, en fait, on accepte. On clique accepte, accepter. Demande la permission d'avoir accès à j'accepte. Sans prendre le temps de lire, alors que souvent, c'est pas normal. Souvent, il y a des applications qu'on télécharge sur Play Store. On pense que de forme, c'est légitime, alors qu'en réalité, il y a des codes malveillants. Il a des intentions derrière. Donc, à travers ces permissions que vous lui accordez là, il récolte vos données. Ne pensez pas que vous n'avez rien à cacher ou bien, bon, qui suis-je d'ailleurs, même pour qu'on puisse avoir besoin de mes informations. La donnée vaut de l'os, la donnée coûte cher. Donc, tout le monde est susceptible, en fait, d'être une cible ou une victime. Et aussi, il faut éviter de faire des installations de fichiers, ou non, pas de fichiers, d'applications, merci. Voilà, d'applications sur des sites non officiels. Comment on appelle ça? Les logiciels craqués, là. Je sais que vous savez de quoi je parle. C'est bien, c'est intéressant, c'est gratuit. Voilà, on contourne des systèmes, on contourne tout ce qui est payant et on va au gratuit. En réalité, c'est nous le produit, hein. En réalité, ces logiciels craqués là peuvent contenir des codes malveillants. Donc, ils ont rendu ça gratuit, mais en arrière, ils ont mis des codes pour pouvoir faire des mouvements en arrière-plan que vous ne voyez pas forcément. Voilà. Donc, comme bonne pratique aussi, ça, quand même, c'est une bonne pratique pour les journalistes, hein, les journalistes qui manipulent des données sensibles ou des créateurs de contenu qui traitent des questions vraiment sensibles. Pour chiffrer votre communication, vous pouvez utiliser l'application Signal. Donc, c'est vrai qu'il y a WhatsApp qui est quand même similaire à Signal, mais on préconise beaucoup plus pour les investigateurs, pour les journalistes, même pour les gens qui sont dans la cybersécurité, d'utiliser Signal parce que à leur niveau, la sécurité est beaucoup plus élevée. Et Signal, en fait, ne travaille pas à but lucratif comme WhatsApp. WhatsApp est affilié à Meta. Meta aime se faire de l'argent. Actuellement, même là, on peut voir des statuts des gens qui ne sont pas de nos contacts, qui proposent des publicités. Donc, c'est comme si, de la même manière, on fait des boostages sur Facebook, on peut faire des boostages sur WhatsApp. Donc, ça veut dire qu'on a nos métadonnées quand même qui sont traitées et partagées avec des partenaires tiers qu'on utilise pour pouvoir faire des campagnes publicitaires, etc., etc. Donc, quand vous êtes dans un domaine où vous ne voulez pas qu'on manipule vos métadonnées, Signal est bien pour vous. Pour anonymiser vos métadonnées, d'abord, la métadonnée, c'est quoi? Ce sont les données, en fait, qui sont dans vos fichiers, c'est-à-dire les images telles que le nom de l'appareil qui a pris l'image, la date à laquelle vous avez pris la photo, le lieu, le format même de la photo. Ce sont des données, bon, tu te dis que, bon, on va faire quoi avec? On va faire quoi avec? Ou bien qui a envoyé quoi à qui? Donc, ils ne voyaient pas le contenu du message, mais ils savent qui a envoyé quoi à qui. Ce sont ces informations-là qu'on appelle les métadonnées. Donc, il existe quand même des outils tels que Exif Arize qui permet de supprimer ces informations-là pour ne pas qu'on puisse avoir. Par exemple, on a pris une photo dans cette salle-là. On a pris ça. Ce quartier-là, c'est quoi? Nous sommes à quatrième. Catriari, voilà. On a Catriari, donc on prend une photo. Si on prend cette photo-là, qu'on va l'analyser, par exemple, avec des outils de métadonnées, on va voir l'appareil qui a pris la photo, la marque de l'appareil, l'heure à laquelle la photo a été prise, l'endroit, le lieu, la localisation où la photo a été prise. Et mine de rien, ce sont des informations qui peuvent être exploitées. Voilà. Voilà pourquoi je tenais vraiment à parler de ça. Ce sont des outils. Il y a aussi Exif Tool que vous pouvez aussi retrouver pour pouvoir supprimer la métadonnée.
Alors, ça, c'est un petit exercice. Bon, c'est pas un exercice, hein, c'est un exemple. Voilà. Un exemple de mail phishing qui a été généré par l'IA. Donc, vous voyez que ce message-là, c'est un message qui usurpe l'identité des Meta. Donc, j'ai demandé à l'IA de me générer, de se comporter comme Meta, de générer Un un mail. message, un mail. Voilà, avec, il m'a même proposé un lien à l'appui. Donc, pour vous dire que c'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Cette même intelligence artificielle que nous utilisons au quotidien pour travailler, pour gagner en temps, les cybercriminels l'utilisent aussi pour nous attaquer. C'est la réalité qui est là. C'est pas de la fiction. Voilà. On va avancer très rapidement. Alors, j'ai proposé ici des recommandations. Hein. C'est en quelque sorte un livre comme un petit plaidoyer et de façon individuelle, nous-mêmes, un appel vraiment à nous en tant qu'utilisateurs de tous les jours, c'est qu'on doit adopter les bons réflexes. Franchement, on doit adopter les bons gestes de cyber, les réflexes basiques tels que l'activation de l'authentification à double facteur, un mot de passe fort. C'est vraiment les réflexes basiques qu'on peut avoir. Ne pas cliquer sur les liens au hasard. Et ça, c'est un appel pour moi, pour vous, pour tout le monde dans cette salle, pour ceux qui nous suivent en ligne. Ce sont des comportements que nous devons adopter nous-mêmes. Et aussi, vérifions toujours les informations avant de les partager. On est dans un contexte difficile et on a besoin d'être ensemble, main dans la main, pour pouvoir avancer. Donc, il ne faudrait pas qu'on partage des informations qui vont créer de la psychose, de la panique ou même qui vont manipuler les gens. Non. Prenons toujours le soin de vérifier les informations avant de les partager. Il faut aussi qu'on se forme. Il faut qu'il y ait des initiatives comme celle-ci. C'est à féliciter, c'est à saluer et c'est à multiplier. Il faut qu'il y ait ces assises-là pour parler de cette thématique. Parce qu'il y a les gens ils sont contents des opportunités qu'il y a sur les réseaux sociaux. On est tous contents, on en profite. Mais il y a cette partie-là dont on n'en parle pas, alors que c'est un danger qui mine notre société. Donc, il faut qu'on se forme sur les comportements responsables à avoir sur le numérique, la cyberhygiène. Il faut qu'on se forme. Donc, il y a l'ANSSI, il y a la BCLCC et les institutions que vous connaissez. Eux aussi, à leur niveau, ils organisent des formations, des campagnes de sensibilisation. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous aussi, nous mettons la main à la pâte. Il faut qu'on fasse comme l'ABV qui organise cet after-work-là pour sensibiliser les gens, pour communiquer, pour parler. Il faut qu'on fasse comme des organisations telles que le réseau des héroïnes du Faso qui organisent aussi des sensibilisations pour pouvoir sensibiliser les gens sur le numérique. C'est très important. Et aussi, vous pouvez faire appel à moi, bien sûr, Forcément. pour que je puisse aussi venir vous parler de ces thématiques-là, parce qu'on en a besoin. Donc, à l'endroit des organisations, je sais que peut-être il y a les responsables d'organisations qui sont parmi nous ici, des chefs d'équipe et tout, qui nous suivent aussi en ligne. Formez vos équipes sur la détection des phishing. Parce que un salarié ou un membre d'une équipe qui n'est pas sensibilisé, qui n'est pas éduqué, qui n'est pas formé sur comment détecter une attaque de phishing sera en fait la porte d'entrée dans votre système. Quels que soient les moyens que vous allez mettre en place, quels que soient les milliards que vous allez mettre pour mettre dans les infrastructures de votre organisation, si votre équipe n'est pas informée, s'ils ne sont pas cultivés, c'est zéro. On va juste manipuler leur vulnérabilité, les erreurs, les manques. Je suis trop pressée, je n'ai pas le temps, je survole. Voilà, tous ces comportements-là, c'est humain. Et on passe par ces comportements-là pour intégrer un système. Et puis, c'est des préjudices qui vont à des milliards. Ça peut même envoyer une entreprise en faillite. Donc, franchement, s'il y a des responsables d'organisation parmi nous ou en ligne, prenez cette histoire-là au sérieux. Mettez en place, si vous n'avez pas de politique de sécurité en interne, c'est le moment de mettre en place des politiques de sécurité en interne. Même si c'est une PME de 10 membres ou bien de 5 membres, franchement, mettez ça en place. Pour les associations aussi, c'est pareil. C'est très important parce qu'on manipule des données chaque jour. Les appels d'offres, les dossiers qui passent, c'est de la donnée, c'est des documents qui ont besoin d'être protégés.
Il faut aussi signaler tout incident au niveau de l'ANSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc, que vous avez une entreprise ou une organisation, vous pouvez signaler, si vous avez été victime d'incidents de cybersécurité, vous pouvez les approcher, ils vont vous appuyer parce qu'ils ont des experts vraiment aguerris en la matière qui vont vous appuyer. Maintenant, à l'endroit des institutions, je dirais de nos autorités, hein, on va leur demander vraiment de renforcer les lois sur les questions de cybercriminalité, de cybersécurité. Il faut que si quelqu'un utilise votre image là pour cloner avec une intelligence artificielle, il faut qu'il y ait une loi qui est écrite noir sur blanc pour dire que, OK, quand on utilise ton image pour, avec un deepfake pour pouvoir tromper des gens, tu es puni par telle condition avec une amende de temps en temps. C'est vrai qu'il y en a des lois vraiment qui s'appuient sur ça, mais ce n'est pas clair, ce n'est pas explicite en fait. Il faut qu'il y ait des lois explicites. On demande aussi à nos autorités d'investir encore plus considérablement sur tout ce qui est infra et compétences de nos frères techniciens qui sont déjà là, qui sont en poste. Et on leur demande d'intégrer dans nos curricula les modules sur la cybersécurité, franchement, dès l'école primaire. Dès l'école primaire. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, un enfant de 5 ans, il a une tablette. Souvent, on lui laisse aller sur TikTok, tout ça. Ouais. Donc, il faut que dès le primaire, là, on puisse avoir franchement la possibilité d'enseigner ça dans nos écoles, au lycée, au collège, à l'université, au même titre que les autres modules. Voilà. On tend déjà vers la fin. Voilà. Donc, ça, c'est quelques ressources. Vous pouvez faire la capture et plus tard faire des recherches. C'est quelques ressources que vous pouvez utiliser pour faire les détections de contenu propulsé par l'intelligence artificielle, vérification de vidéos, d'images, si vous voulez faire des recherches croisées, photos forensiques, have I been passed, pour voir si votre adresse mail a été compromise ou pas. Il y a le gestionnaire des mots de passe, Bitwarden, il y a Virus Total et tout. Donc, Repars en arrière. OK. Ouais, il va juste... Mais Mais tu peux continuer à expliquer. Je vais juste... OK. Vous reste combien de minutes? Je pense que il te reste encore des slides. Combien? Oh non, c'est déjà fini. Donc, c'est bon. Okay. Laisse-le juste snapper cette partie. OK. Ensuite. Donc, ça, c'est quelques ressources. Plus tard, vous pouvez aller faire des recherches, tester aussi. Hein. Il ne s'agit pas seulement de prendre, mais allez-y tester. Tester pour voir ça ressemble à quoi. Par exemple, Virus Total, sur place pour ceux qui sont connectés, tester, vérifier. Ça va vraiment vous aider. Quand vous serez dans le... Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans le besoin, mais demain, peut-être un proche peut être dans le besoin. Vous pouvez l'assister, l'appuyer parce que vous avez eu en fait des connaissances sur ça, n'est-ce pas? Je peux continuer le slide? Oui, c'est bon. OK, super. Donc, pour conclure, je dirais que la balle est dans notre camp. La balle est vraiment dans notre camp. Et dans tout ce qui a été dit là, notre arme vraiment qu'on a là, c'est notre culture de l'esprit critique, notre vigilance, je vous assure. C'est ça, parce qu'on tend vers une ère où l'intelligence artificielle rend tout perfectionne tout. Avant, c'était les yeux un peu mélangés, des photos, les doigts là, c'est 6 doigts. Maintenant, là, c'est impeccable. C'est impeccable. Vous pouvez prendre une photo et faire de telle sorte que vous retrouvez peut-être, je ne sais pas moi, dans un pays, mais c'est tellement bien fait qu'on ne peut pas savoir que ce n'est pas vous. Donc, franchement, ce qu'on a comme arme là, c'est humain, hein, notre esprit critique. Notre esprit critique, c'est ça qu'on a. Et on doit vraiment la développer. Parce qu'avant, je dirais peut-être que d'une part aussi, l'IA va venir vraiment nous pousser vraiment à faire des efforts. Avant, quand on publie une information, on ne fait même pas d'efforts même, on prend. On ne fait pas d'efforts pour aller vérifier. Mais je vous assure que maintenant, là, quand on publie une information, là, les gens se demandent, est-ce que ce n'est pas l'IA? Les gens, tu vois dans les commentaires, c'est IA, c'est IA. Ça veut dire que les gens ont compris qu'il faut développer l'esprit critique, en fait. Il faut se poser des questions. Et là, c'est une bonne chose. Donc, je pense que je vais m'arrêter à là. Ça a été un plaisir pour moi de partager ces quelques notions avec vous.
Et si vous avez des apports, des amendements, je suis open. On va discuter, on va échanger. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ouedraogo. En tout cas, pendant que vous parliez, il y a 2 éléments sur lesquels je voulais revenir. Je pense, je ne sais pas si c'est en début d'année ou l'année passée, où il y avait le fils d'un milliardaire européen qui était allé en vacances avec sa copine et elle avait partagé des photos sur Instagram, comme tout le monde. Sauf que sur Instagram, on a la possibilité de taguer la localisation et elle l'a fait. Mais le jeune homme, bon, son papa est homme d'affaires. Il n'y a pas cet homme d'affaires qui n'a pas d'ennemi. Le lendemain matin, il a été retrouvé malheureusement décapité à la plage. Parce qu'ils ont pu, à travers la localisation, retrouver le jeune homme. Et lui, sa fin est dramatique. C'est pour montrer que on n'est pas obligé. Il n'y a rien qui nous oblige forcément à donner notre localisation en temps réel. Il n'y a rien qui nous oblige. Et souvent, les gens ont des compétences diverses et variées. Donc, c'est mieux d'éviter. Quand vous n'êtes plus dans l'endroit, vous partagez. De toute façon, il n'y a rien qui est pressé. C'est vrai qu'avec les lives, c'est un peu plus compliqué, mais c'est à nous aussi de nous assurer de notre sécurité physique avant de pouvoir faire ce genre d'action. Et je pense qu'il y avait un deuxième point sur lequel je voulais revenir, mais que j'ai oublié. Donc, on va continuer. D'accord. Oui. Donc, on va entrer dans la phase questions-réponses, contributions. Et vu le temps aussi qui court, on va vous demander d'être précis et concis. On va ouvrir une seule liste. On va d'abord prendre les noms et ensuite on va revenir dans les questions. Donc, la liste est ouverte. Qui veut s'inscrire? Nom, prénom. Ou bien elle a répondu à toutes vos préoccupations. Oui. Je ne vois pas bien. Vous pouvez donner le nom? Arnaud Ouedraogo. Arnaud Ouedraogo. Ah. OK. OK. Le nom? Wali Mindieba. OK. Oui, monsieur? Gustave Konaté. Oui, le nom? Merci. OK. C'est bon? C'est la seule liste, oui. OK. Une ou deux personnes et ça sera la fin. Ben, c'est déjà bon. Une autre question? OK. Donc, je pense que c'est déjà bon. Monsieur Ouedraogo, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à l'arrivée de ce cas et encore plus à notre expert du jour pour cette présentation ô combien intéressante et importante pour les populations, particulièrement pour les jeunes. Je vois que l'Assemblée ce soir est très jeune. Moi, c'est pas une question, un commentaire et avoir une contribution. C'est par rapport au fichier de l'environnement. Je voudrais vraiment insister sur cela. Parce que c'est très facile à réaliser et les conséquences sont très graves. Vous savez qu'à partir du fichier, on peut avoir accès à l'adresse IP de votre téléphone, de votre ordinateur. On peut installer ce qu'on appelle des spyware, des logiciels espions sur vos appareils qui vont se connecter à vos micros, à vos caméras et vous espionner, qui vont même avoir accès à vos comptes et envoyer des messages à votre place. C'est très dangereux. Quand dans les groupes WhatsApp, on met les liens, même les vidéos, quand vous cliquez dessus, si c'est piégé, s'il y a un fichier derrière, vous aurez tout gagné. Ce qui est conséquent dans la vie, je pense que c'est bien de l'appliquer. Quand c'est un lien qui renvoie sur un site, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où certaines thématiques, certaines informations sont vraiment prisées. Et ceux qui font ça, généralement, savent quelle information attire le plus de gens. Donc, on va vous améliorer ça. Quand vous voyez, vous cliquez, vous passez sur ici. Ce qui est recommandé, c'est que vous ouvrez une fenêtre
quand si vous faites attention sur le lien, vous pouvez lire de quoi il s'agit. Vous allez directement sur un moteur de recherche, vous tapez ça vous-même et vous allez. Sinon, généralement, les liens, moi, vous ne me verrez jamais cliquer sur un lien dans un groupe WhatsApp ou sur Facebook. Un lien qui amène quelque chose. Tu m'envoies un mail pour la première fois avec un lien dans un groupe. Parce que c'est la porte d'entrée comme elle a dit. On va prendre tout ce que tu as. Tu deviens vulnérable et tu mets aussi en danger tes collaborateurs. Ce qu'il ne faut jamais se dire, et elle a dit aussi, qui suis-je en fait pour qu'on veuille me faire du mal? Non, jamais cela. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas d'intérêt à vous apprendre à vous, mais demain, on peut utiliser ça contre vous. Encore, vous pouvez faire l'objet de chantage ou une porte d'entrée pour atteindre quelqu'un qui est proche de vous. Il y a un exemple, je finis avec ça. Aux États-Unis, un rappeur qui a été assassiné dans une boîte de nuit il y a 3 ans, je pense. C'est l'exemple d'Instagram. Il était en boîte de nuit avec sa copine qui a posté leur présence sur Instagram et ses ennemis qui le cherchaient pour J'ai déjà pris. sont descendus dans la boîte et l'ont tué. Donc, sa copine, en postant ça, elle se dit que bon, elle n'a pas d'ennemi, mais son copain, elle a mis son copain en danger. C'est très important de faire attention aux fichiers. C'est le commentaire que je voulais faire. Encore merci beaucoup pour la bien. Merci beaucoup. Monsieur Wali Ndieba, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Félicitations à notre intervenant pour arrêter en tout cas les informations qu'on a reçues. Moi, j'aimerais revenir sur le premier exercice de classe là. Ici, on peut aussi effectivement faire le tour à l'envoyeur comme on le dit. Voilà, si elle peut nous montrer effectivement déjà un contenu généré par l'IA. Si on peut avoir peut-être un certain nombre de IA qui peuvent effectivement permettre de c'est vrai que vous avez parlé d'un certain nombre si on peut avoir aussi la ligne de petit exercice ou bien en tout cas un logiciel, une IA que vous utilisez fréquemment. D'accord. Aussi, je terminerai par un ajout, effectivement, par rapport au lien de phishing. Je pense qu'il y a aussi le lien sur IP. On peut copier effectivement le lien. Effectivement, le système des Nations Unies, souvent les gens se font passer pour nous faire quelque chose comme ça. Donc, on envoie un lien qui ressemble à un lien normal, par exemple, une organisation bien connue. Mais quand on copie le lien et qu'on le colle, par exemple, sur IP.com, on va ouvrir si c'est présent de cliquer. Il y a même un pourcentage de nocivité que vous faire aussi. Donc, c'est recommandé toujours de ne pas cliquer sur un lien sur lequel on peut le copier, l'isoler sur un navigateur et puis bon, quitte à être certain qu'il n'est pas porteur d'un virus. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Wali. Monsieur Gustave Konaté. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, c'est beaucoup plus sur le signal. Parce que je crois que la musique du Tacma devait installer le signal. On pourra travailler avec, surtout sur notre sécurité. Et je me rends compte qu'en fait, pour pouvoir communiquer sur le signal, il faut avoir des gens qui utilisent le signal. Et on se rend compte qu'actuellement, beaucoup sont sur WhatsApp. Donc, c'est tellement compliqué de pouvoir l'utiliser dans un milieu où les gens n'utilisent pas en fait. Donc, je ne sais pas s'il y a une alternative. Sinon, si j'utilisais le signal en 2024, c'est parce que je me rends compte que c'est 2 ou 3 personnes qui vont utiliser le signal également. La deuxième préoccupation, c'est beaucoup sur l'authentification. C'est en 2024 également, j'ai prévu un compte Facebook. Et quand le temps de récupérer, en fait, je n'ai pas tiré quand le temps de récupérer, c'est soit le mot de passe. Mais pour récupérer le compte, j'ai activé la notification administrateur. Donc, il faut que je me rappelle le mot de passe. Je n'arrive toujours pas à récupérer le compte depuis 2024. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment une chose à faire. Merci. Ok.
Ok, Monsieur Ouedraogo Mouidi. Je remercie aussi notre présentatrice du jour qui a remarquablement fait sa communication. J'en ai dit sans oublier parce qu'il y a mon frère qui a parlé que nous beaucoup sur le phishing. Mais il y a un aspect aussi de sa communication qui est toujours assez important sur lequel j'ai voulu revenir sur la fracture numérique. Je ne sais pas, je lance le débat aussi comme ça pour qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait pour régler cette fracture numérique à notre échelle, à cette question principalement doit être pris à bras le corps dans nos dirigeants, parce que ça me semble assez important. Du moment où on sait tous que le capital humain sur lequel il faut s'appuyer si on veut avoir beaucoup plus de sécurité à grande échelle, si cette fracture numérique continue à persister, est-ce qu'on peut espérer avoir une sécurité optimale au niveau de notre population? Si je dois aussi ajouter quelque chose en ce qui concerne le phishing, je sais qu'il y a aussi un aspect assez important après la ligne où il y a des logiciels qu'on peut installer en back-office en distance et bien là, qui dorment dans le terminal, que ce soit aujourd'hui. Et très récemment, j'ai pu constater qu'il y a des logiciels qui me reconnaissent, qui sont conçus pour ne reconnaître que les numéros de compte bancaire. Ils peuvent dormir pendant des années dans vos terminaux. Et le jour, comme on a l'habitude de la facilité de. Comme c'est un numéro de compte bancaire, on ne peut pas se tromper. On copie-colle. Et c'est au moment où on copie, on peut coller qu'il change les données. Donc c'est un aspect assez important sur lequel on devrait faire attention. Il faut toujours prendre la peine aussi d'écrire ces genres d'informations-là, de les taper un à un pour éviter ces genres de trucs et éviter aussi de couper les liens de façon de Merci beaucoup. Monsieur Bado Québec. Bonsoir à tous. Merci pour la parole et merci également pour le cadre d'échange qui nous est offert ce soir. Ça va faire une contribution et une question. C'est vrai que je ne vous fais confiance aux technologies, ce n'est pas un mal en soi. C'est qu'il faut vérifier que cette confiance soit déplacée. J'aimerais savoir si, par exemple, de nos jours, la vie privée n'est pas un leurre à l'ère, par exemple, de l'intelligence artificielle. Quand je dis ça, c'est parce que j'ai observé que, ça c'est une observation que j'ai faite, il arrive que des parents, par exemple, commencent à télécharger des théories, par exemple, de leur télé sur Internet. Donc, je me pose une question par rapport à la vie privée, à la cybersécurité personnelle. Est-ce que, avec l'intelligence artificielle, la vie privée n'est-elle pas un leurre actuellement? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bado. Il y a également des questions en ligne. Certaines ont déjà été évoquées par les participants présents, mais il y a deux quand même qui restent. Il y a par exemple la question de DABB Norbé qui parle au regard de l'évolution de l'intelligence artificielle. Quelles compétences devrions-nous développer à l'avenir pour rester compétitifs et sécurisés dans nos activités professionnelles? Si vous avez des idées, il félicite par ailleurs l'ABB et la communicatrice. Il y a également Laurent Kinda qui aimerait savoir s'il y a des ressources pédagogiques, comme des vidéos ou des manuels, qui peuvent nous permettre d'animer ce type de causerie en morée, ou bien voilà, qui peuvent lui donner des matières à concevoir son module. Merci. Donc, on va aller pour les réponses et puis on va clôturer. Ok.
c'est bien noté. Merci beaucoup pour vos différentes questions, contributions et commentaires. Alors, la première question que j'ai notée ici, c'est beaucoup plus en lien avec le petit exercice de bouclage qu'on a fait au début. Et j'avais parlé de vérification avec les intelligences artificielles. Et les intelligences artificielles que moi j'utilise, faut savoir, je n'utilise pas une seule intelligence artificielle. J'utilise plusieurs. Parce que par moment, je me dis qu'il faut confronter la même question-là à ces outils-là pour voir leur manière de réfléchir, les questions et les réponses qu'ils vont proposer. Et toi, maintenant, avec ton esprit critique, tu vas essayer d'analyser, voir c'est laquelle qui rentre le plus dans ton contexte que tu veux. Alors, pour l'exercice, j'ai utilisé Gemini pour générer l'information. Et quand j'ai généré avec l'information, moi-même, j'ai fait lazy. Ça m'a tiqué. J'ai dit, depuis quand il y a des ingénieurs à lazy qui ont remporté un concours international, des questions de drone. Ça m'a paru un peu bizarre. J'ai dit, OK, je vais confronter d'autres intelligences artificielles. Et là, pour faire des recherches croisées avec des sources, j'utilise beaucoup plus Grok. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Voilà, j'utilise Grok, qui est une intelligence artificielle aussi, mais quand vous l'utilisez, il vous met les sources d'informations. Voilà. Donc, j'ai utilisé Grok. J'ai aussi utilisé le moteur de recherche Google. Il faut savoir que Google aussi, il a du potentiel. J'ai utilisé le moteur de recherche Google pour confronter cette information-là. Et quand j'ai utilisé Grok, Grok a analysé sur plusieurs sites et Grok n'a pas retrouvé la source de cette information. Donc, ça veut dire que l'information n'a pas de source fiable, en fait. Ça ne vient pas d'un site où tu peux aller pour regarder, OK, c'est un tel qui a publié à telle date et tout. Non. Oui. Donc, c'est là que j'ai compris, en fait, qu'il y a un problème. Donc, mais quand même, Grok a vu des similitudes, des ingénieurs au niveau du Burkina qui ont fait des innovations, qui ont créé des drones pour aider à la lutte contre l'insécurité. Donc, c'est quand je suis allée sur ces plateformes-là, ça m'a redirigée vers des publications Facebook. J'ai regardé, j'ai analysé, j'ai croisé. J'ai compris que l'intelligence artificielle avait halluciné et il a mélangé en fait les informations. Donc, ça peut être une méthode que vous pouvez exploiter pour pouvoir faire des vérifications d'informations. La plupart du temps, c'est ce que je fais. Quand il s'agit aussi de rédiger des articles avec des sources, je mets la thématique et je lance la recherche. Tous les sites en fait comment dirais-je, qui ont été utilisés pour pouvoir traiter cette thématique-là, j'aurai ces sources-là où je vais aller maintenant moi-même step by step, one by one, pour checker, pour lire les articles qui traitent de ce sujet-là. Après, maintenant, je vais résumer, utiliser ces informations un peu ça et là pour pouvoir produire mon article. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je fonctionne. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Super. Peut-être, si je peux me permettre une virgule, une chose aussi que vous pouvez faire, c'est de demander directement à l'IA de sourcer chaque paragraphe ou de sourcer les idées. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qu'il a dit, mais en réalité, il a juste imaginé pour remplir le vide. C'est ça. Le lien qu'il vous donne, ça n'a rien à voir avec l'information. Il y a ça aussi qui peut être fait. Exactement. Donc, on continue. Il y a une question, c'était à propos des signaux. Est-ce qu'il y avait une alternative? Si vous n'avez pas des personnes qui utilisent Signal, c'est compliqué de l'utiliser. Il faut que la personne avec qui vous communiquez utilise la même application. Bon, à ce niveau-là, bon, je ne sais pas comment, mais... Oui. Merci, voilà. Il faut tout simplement inviter la personne à utiliser Signal et vous communiquer ensemble. Mais si la personne n'est pas sur Signal, c'est compliqué. Voilà. Pour l'authentification à double facteur, est-ce que vous pouvez revenir sur votre question, s'il vous plaît? Si j'ai perdu mon compte à l'université, j'avais appelé depuis que j'ai voulu, quand je l'ai récupéré, il y a le jour le numéro, mais quand on m'envoie le mot de passe sur le numéro, j'ai activé l'authentification à double facteur. Donc, il me faut peut-être un mot de passe pour que ça passe. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas pu utiliser mon compte. Mais moi, je ne comprends pas tellement. Moi, je crains qu'il ait enregistré l'appareil comme deuxième source de vérification. Est-ce que vous avez changé d'appareil?
Je pense que c'est ça le problème. Peut-être c'est ça le problème. Parce que comme vous expliquiez, il y a deux cas qui peuvent permettre ça. C'est l'inadéquation avec le numéro de téléphone, mais vous arrivez à recevoir le code. Donc, ce qui reste, c'est l'appareil qui a été enregistré. Vous devez prouver à Google ou à Facebook que vous avez changé d'appareil, mais c'est toujours vous. Maintenant, ça, c'est vraiment Non, mais une autre logiquement, méthode. logiquement, Ok. il y a d'autres méthodes en fait Qui peuvent permettre. pour l'authentification à double facteur. Ok. Logiquement, il y a plusieurs méthodes qui s'offrent à vous. Vous pouvez recevoir un code par SMS, Par SMS. par mail. Vous pouvez aussi recevoir un appel rejeté. Mais je ne sais pas, lui, dans son contexte, ça se passe comment. Logiquement, si vous changez de téléphone, vous devez paramétrer, vous devez signaler en fait que vous êtes logué sur un nouvel appareil. Normalement, ça prend en compte. Mais je ne sais pas, dans votre cas là, c'est un peu... Mais je pense qu'on pourra gérer Voilà, ça de pourra façon échanger. plus spécifique. Oui. Alors, il y a une question de réflexion. Oui. Ça, c'est une question de réflexion sur la fracture numérique. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Je pense que cette question vraiment est open à tout le monde. Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes acteurs dans le numérique, qu'est-ce que nous, on peut faire vraiment pour voir cette situation de fracture numérique? Parce que c'est vrai que quand on parle de digitalisation, on parle d'évolution, mais il y a toujours cette fracture numérique qui demeure. Et ça prend en compte plusieurs aspects. Quand on prend par exemple le matériel, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'offrir le matériel numérique, que ce soit l'ordinateur, que ce soit les téléphones ou d'autres appareils numériques. Donc, il y a cet aspect-là qui est là. Quand on parle de connectivité aussi, il y a des endroits, des zones de notre pays qui ne sont pas bien couverts en fait par la connectivité, par Internet. Il y a des zones, quand tu arrives, pour te connecter, c'est compliqué. Si tu es en mission dans ces genres de zones, même par moment, pour participer à des meets en ligne, c'est compliqué. Donc, tout ça constitue en fait une fracture numérique. Il y a aussi l'éducation. Les gens ne sont pas éduqués au numérique. Le manque d'éducation fait qu'on tombe beaucoup plus dans des pièges, des menaces qu'on a citées là. Donc, cela constitue aussi une forme de fracture numérique. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire concrètement en tant qu'organisation, association ou groupement de jeunes? Qu'est-ce que nous, on peut faire? Nous, on peut mener des activités peut-être dans ces zones. Par exemple, si on va prendre sur la base des zones, on peut aller dans les zones où il n'y a pas d'accès, où les accès sont vraiment difficiles et tout. Échanger avec ces communautés-là, leur montrer, oui, voici les réalités qui sont là. Et aussi faire un plaidoyer à nos autorités pour qu'ils puissent vraiment prendre à bras le corps cette question de fracture numérique. C'est vrai qu'il y a des actions qui sont menées sur le terrain. Il y a vraiment des actions qui sont visibles, mais il faut vraiment encore augmenter ces actions-là. On va aller très rapidement. Donc ça, c'est une question vraiment de réflexion qui est ouverte à tout le monde. Après, on peut mener ça dans les échanges après la session. Ok. La vie privée, est-ce que la vie privée n'est-elle pas un leurre, c'est ça? Oui. Mais bien sûr, à l'aide, mais bien sûr, tout est sur les réseaux sociaux. Yeah. Tout est sur les réseaux sociaux, nom, prénom, date de naissance, anniversaire, on fait partout là. Tout le monde, c'est une donnée. C'est un leurre. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je mène cette réflexion-là. Même les questions de protection des données à caractère personnel, souvent, moi, je me dis que, excusez-moi, mais je me dis que souvent, c'est un leurre. On exploite nos données. Les services qu'on utilise là, les applications qu'on utilise là, ils exploitent nos données. Souvent, même quand on te dit de lire la condition d'utilisation, c'est tellement long que ça, il ne te facilite même pas la vie. Oui, ça ne te donne pas envie de lire, mais tu es obligé d'accepter parce que tu veux utiliser le service. Si tu refuses aussi, tu ne pourras pas utiliser. C'est pareil pour les cookies. D'autres, quand ils sont indulgents, tu peux refuser et puis scroller un peu sur leur site. Il y a d'autres là, ils sont très méchants. Excusez-moi. Mais tant que tu n'acceptes pas, tu n'as pas accès. C'est une contrepartie. Tu me donnes, je te donne. Oui. Oui. Tu me donnes, je te donne. Donc, c'est ce que tu dis. Je mène aussi la même réflexion et c'est un leurre.
nos données sont partagées. Après, on nous publie des publicités. Tu es là, on te fait publicité d'une voiture que tu n'as même pas demandé. On te force à regarder. Voilà. Donc, on n'est plus par le temps. Les compétences à développer avec l'explosion de l'intelligence artificielle. Alors, ceux qui ont déjà leur domaine où ils évoluent, c'est bien, mais prenez en compte aussi l'intelligence artificielle. Essayez de voir si vous pouvez développer aussi des solutions ou des initiatives qui vont venir aussi agrémenter ce que vous faites déjà et aussi vous aider aussi à évoluer dans ce que vous faites. Il y a les gens qui disent que l'IA va remplacer l'humain, alors que c'est l'humain qui fait l'IA. Sans humain, il n'y a pas d'IA. L'IA va simuler quelle intelligence si ce n'est pas l'intelligence humaine. Donc, il faut qu'il y ait des humains en arrière qui nourrissent cette machine-là, qui nourrissent en fait ce code-là pour qu'il puisse fonctionner. Est-ce que vous voyez? Donc, des compétences qu'il faut avoir, c'est de se former en intelligence artificielle, au moins la base, savoir utiliser au moins. Donc, si tu es secrétaire, avant, tu prenais peut-être 2 heures pour rédiger une lettre de motivation ou bien, je ne sais pas moi, une lettre de quelque chose. Avec l'IA, tu vas prendre peut-être 5 minutes. Donc, c'est de l'utiliser, de s'adapter à cette évolution. Pour la cybersécurité aussi, c'est pareil, c'est de s'adapter. Maintenant, il y a des possibilités de faire des reconversions pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser professionnellement à ces domaines-là, que ce soit l'IA, que ce soit la cybersécurité. Vous pouvez ne pas aller à l'université et faire très bien, évoluer très bien dans ce domaine-là. Voilà, on m'a dit que le temps est déjà écoulé, donc je ne pouvais pas rentrer dans trop de détails, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, voilà, Facebook et LinkedIn. Je suis beaucoup plus sur ces 2 plateformes-là. Voilà. Je voulais qu'on parle un peu de ça. Je vous parlais que j'ai reçu un phishing avant de venir là. C'est ça qui est là comme ça. Quand vous voyez ça là, est-ce que vous pouvez croire que ça là, c'est un phishing? Regardez le badge bleu qui est là. C'est un mail que j'ai reçu. C'est un mail. C'est un mail que j'ai reçu. Et vous voyez le lien, voici le lien dont je parlais là. Donc, en fait, ils disent que eux, ils sont business, le côté business manager de Facebook. Donc, ils me disent que, en fait, j'ai reçu un partenariat. Je n'ai rien demandé. Je ne sais même pas ça vient d'où. Donc, quand moi j'ai imaginé si je n'avais pas vraiment fait attention, j'ai vu Facebook, j'ai vu Badge Bleu, je vais me dire que ok, c'est vraiment eux. Et puis, je vais cliquer sur le lien. Donc, c'est vraiment un exemple. Hein. Je vous dis que c'est une réalité. Personne n'est à l'abri. Même moi qui vous parle, là, peut-être que demain, on peut me pirater. Avec toutes les notions que je connais. Okay. Tu vois. Bon, je vais m'arrêter là. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ouedraogo, pour vraiment ce contenu qui nous a beaucoup édifiés. Et nous sommes vraiment ravis. Et je tiens également à remercier nos partenaires qui sont présents avec nous et qui sont représentés notamment par la Cenozo, Semfilm. Je vois également des médias qui sont là et qui nous accompagnent dans cette action. Il faut dire que le Afterwork, c'est une activité de notre projet avec IMS, International Media Support, qui nous accompagne depuis bientôt 5 ans dans vraiment tout ce qui est action dans la sécurisation, l'usage responsable du numérique au Burkina Faso. Et je pense, lors de la fin de son allocution, elle avait fait des recommandations à l'endroit des autorités pour enseigner la cybersécurité dès le primaire. L'ABB conduit également un projet de plaidoyer avec un autre partenaire, l'Union européenne, à travers un de ses projets EDP, qui est notamment l'introduction des modules EMIRS dans les curricula de formation. EMIRS, éducation aux médias et à l'information, aux réseaux sociaux. C'est une création de l'association, puisqu'il y a l'éducation aux médias, l'EMI, et nous avons voulu ajouter notre touche en ajoutant le RS pour montrer qu'on ne doit pas se limiter seulement à tous les médias, mais on doit aussi rentrer en profondeur sur tous les enjeux qui sont liés aux réseaux sociaux, dont notamment la cybersécurité. Et c'est un projet que nous avons envoyé auprès du Premier ministère. La semaine passée, on était au ministère de l'enseignement de base, le MEBAPL, et les semaines à venir avec d'autres institutions où nous allons présenter ce projet. Et le CSC aussi, qui est un de nos partenaires qui nous accompagne dans ce plaidoyer.
Voilà. Donc, c'est vraiment une doléance qui a déjà été prise en compte par l'ABB. Donc, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont fait le déplacement ce soir pour venir à notre deuxième afterwork, à ceux qui ont pris du temps pour nous suivre en ligne. On se donne rendez-vous une prochaine fois pour le troisième afterwork de l'année. À bientôt.